Chapitre 2. Le retour. La forteresse de Castelcerre domine le meilleur port en eau profonde des Six-Duchés. Au nord, le fleuve Serre se jette dans la mer et son flot convoie la majorité des marchandises exportées par les duchés de l'intérieur, Auge et Labour. De noires et abruptes falaises servent de socle à la citadelle qui surplombe l'embouchure du fleuve, le port et les eaux du large. La bourg de Castelcerre, accrochée de façon précaire à ces falaises, se situe à l'écart de la plaine inondable du grand cours d'eau, et une bonne partie de la ville est bâtie sur des quais et des jetées. La forteresse d'origine était un édifice en bois, construit par les premiers habitants de la région pour se défendre des attaques outriliennes. En étant reculé, un pirate du nom de Preneur s'en empara et s'y installa définitivement. Il remplaça les structures de bois par des murailles et des tours de pierre noire, extraites des falaises elles-mêmes, et enfonça les fondations de Castelcerre dans le roc. À chaque génération de loin-voyants, les murs se fortifièrent et les tours s'élancèrent plus haut, toujours plus solides. Depuis Preneur, le fondateur de la lignée des loin-voyants, Castelcerre n'est jamais tombé entre des mains ennemies. La neige me baisait le visage. Le vent repoussait les cheveux de mon front. Je m'éveillais d'un rêve obscur pour sombrer dans un autre, plus ténébreux encore, dans une forêt en hiver. J'avais froid, sauf là où la chaleur qui montait de ma monture fatiguée me réchauffait. Sous moi, Suie avançait vaille que vaille à pas lents, entre les congères édifiées par le vent. Il me semblait être en route depuis longtemps. Pogne, le palefrenier, que me précédait. Il se retourna dans sa selle et me cria quelque chose. Suie s'arrêta. Sans brutalité, mais je ne m'y attendais pas et je faillis glisser à bas de ma selle. Je me rattrapai à la crinière de ma jument et me rétablis. Les flocons qui tombaient régulièrement voilaient la forêt tout autour de nous. Les branches des sapins ployaient sous le poids de la neige et les bouleaux dressaient de noires silhouettes sur le fond des nuages vaguement éclairés par la lune. Il n'y avait pas la moindre trace de piste dans ces bois épais. Pogne avait tiré les rênes de son hongre noir et Suie s'était arrêté à sa suite. Derrière moi, Burich se tenait sur sa jument Rouane avec l'aisance d'un cavalier éprouvé. J'avais froid et je tremblais de faiblesse. Je parcourus les alentours d'un œil éteint en me demandant la raison de notre halte. Le vent qui soufflait par rafales faisait claquer mon manteau humide contre le flanc de suie. Pogne tendit soudain l'index. Là. Il se tourna vers Burich. Vous avez vu, vous aussi? Je me penchai en avant pour essayer de voir au travers de la dentelle voltigeante des flocons. Il me semble, oui, dis-je d'une voix étouffée par le vent et la neige. L'espace d'un instant, j'avais entrevu de petits points de lumière jaune et immobiles à la différence des deux follets bleu pâle qui envahissaient encore de temps en temps mon champ de vision. Voyez que c'est Castelcerre cria Pogne pour dominer le vent qui forcissait. Oui, affirma Burich, et sa voix grave portait sans difficulté. Je sais où nous sommes maintenant. C'est ici que le prince Vérité a tué une grande biche, il y a 6 ou 7 ans. Je m'en souviens parce qu'elle a fait un bond quand la flèche l'a touchée, et elle a dégringolé au fond de la ravine, là-bas. Il nous a fallu tout le reste de la journée pour récupérer la viande. L'endroit qu'il indiquait n'apparaissait que comme une rangée de buissons à demi cachés par l'averse de flocons. Pourtant, je me repérais brusquement. La configuration du versant, les arbres qui y poussaient, la ravine là-bas. Castelcerre se trouvait donc dans cette direction. Encore une petite distance à couvrir, et nous verrions clairement la forteresse accrochée à ses falaises au-dessus du bourg de Castelcerre et de la baie. Pour la première fois depuis des jours, je suis avec une certitude absolue où nous nous trouvions. Jusque-là, le temps couvert nous empêchait de vérifier notre route à l'aide des étoiles et les chutes de neige inhabituellement abondantes modifiaient tellement les paysages que même Burich ne paraissait plus très sûr de lui. Mais je savais à présent que nous arriverions bientôt à destination, si nous étions en été. Cependant, je rassemblais ce qui me restait de courage. Ce n'est plus très loin, dis-je à Burich. Pogne avait déjà remis sa monture en marche. Le hongre noir et trapu reprit bravement sa route au travers de la neige amoncelée. Je donnai doucement du talon à Suie, et la grande jument repartit à contre-cœur. Comme elle s'engageait dans la pente de la colline, je glissai de côté et tentai en vain de me raccrocher à ma selle. Burich vint se placer près de moi, me saisit par le col et me redressa. Ce n'est plus très loin, dit-il, en écho à mes paroles. Tu vas y arriver. Je hochai vaguement la tête.
Ce n'était que la deuxième fois depuis 1 heure qu'il était obligé de me remettre dans mes étriers. Une de mes meilleures soirées. Je me rassis le dos droit, les épaules résolument carrées. On était presque à la maison. Le voyage avait été long et ardu, le temps abominable, et ces épreuves incessantes n'avaient pas amélioré mon état. Pour la plus grande partie, je n'en gardais qu'un souvenir de mauvais rêves, des journées à me faire cahoter dans ma selle, à peine conscient du chemin suivi, et des nuits passées entre Pogne et Buriche, sous notre petite tente, à trembler d'un épuisement tel qu'il m'empêchait de dormir. J'avais pensé que nous avancerions plus facilement à mesure que nous approcherions de Castelcerre, mais c'était sans compter avec la prudence de Buriche. À Turlac, nous avions fait halte dans une auberge pour la nuit. Je supposais que nous embarquerions à bord d'une péniche fluviale le lendemain, car si les berges de la Serre étaient bordées de glace, son courant puissant maintenait tout l'hiver en son milieu un chenal dégagé. Je montais tout droit dans notre chambre, car j'étais exténué. Buriche et Pogne savouraient d'avance les plats chauds et la compagnie de l'établissement, sans parler de sa bière, et je ne m'attendais pas à les voir venir se coucher très tôt. Mais 2 heures à peine s'étaient écoulées lorsqu'ils apparurent et se préparèrent à se mettre au lit. Buriche, muet comme la tombe, avait un air sinistre, et, après qu'il se fut allongé, Pogne m'expliqua à mi-voix qu'on ne disait guère de bien du roi dans la ville. S'ils avaient su qu'on était de Castelcerre, je ne crois pas qu'ils auraient parlé aussi franchement. Mais vêtus comme on était de costumes des montagnes, ils ont dû nous prendre pour des marchands. 10 fois j'ai cru que Buriche allait provoquer l'un ou l'autre en duel. Je ne sais vraiment pas comment il a fait pour se retenir. Tout le monde se plaint des impôts élevés pour défendre les côtes. Ils ricanent en disant qu'on a beau leur faire cracher taxe sur taxe, ça n'a pas empêché les pirates de se pointer en automne là où on ne les attendait pas, et d'incendier encore 2 villes. Pogne se tut, puis ajouta hésitant. Mais c'est bizarre, ils disent le plus grand bien du prince royal. Il est passé par ici en escortant Ketriken à Castelcerre. Un des hommes à notre table l'a traité de grande poiscaille blanchâtre, bien digne du roi des côtes. Un autre a renchéri en déclarant qu'au moins le prince royal se portait bien malgré tout ce qu'il avait subi et qu'il avait l'attitude d'un vrai prince. Là-dessus, ils ont bu à sa santé, en lui souhaitant longue vie. Un grand froid m'envahit. À voix basse, je demandai. Ces 2 villages forgisés, tu as entendu leur nom? Orquegoul en Béarn et Vasbay en Serre même. L'obscurité se fit plus épaisse et j'y passai la nuit, les yeux grands ouverts. Le lendemain matin, nous quittâmes Turlac, mais à dos de cheval et par la terre. Buriche ne voulut même pas suivre la route. Je protestai en vain. Il écouta mes plaintes, puis me prit à part et me demanda brutalement. Tu as envie de mourir? Je le regardai d'un œil éteint, et il eut l'air écœuré. Fitz, rien n'a changé. Tu es toujours un bâtard des loin-voyants, et le prince royal te considère toujours comme un obstacle. Il a déjà essayé de se débarrasser de toi, non pas 1 fois, mais 3. Tu crois qu'il va t'accueillir à bras ouverts à Castelcerre? Non. Mieux vaudrait même pour lui que nous ne revenions jamais. Alors inutile de lui offrir de trop bonnes cibles. On passera par la terre. Si lui ou ses sbires veulent nous trouver, ils devront nous pourchasser à travers bois. Et Royal n'a jamais été bon chasseur. N'aurions-nous pas la protection de vérité? Demandai-je d'une voix dolente. Tu es l'homme lige du roi, et vérité n'est que roi servant, répliqua Buriche. C'est toi qui protèges ton roi, Fitz, pas le contraire. D'accord, il t'aime bien, il ferait tout son possible pour te défendre, mais il a des sujets de préoccupation plus graves. Les pirates rouges, une nouvelle épouse et un frère cadet qui estime que la couronne lui irait mieux qu'à quiconque. Non, n'espère pas que le roi servant s'occupe de toi. Débrouille-toi seul. Pour ma part, je ne voyais que les journées de voyage supplémentaires qui m'éloignaient de Molly. Mais ce n'est pas cet argument que j'avançais, car je n'avais pas parlé de mon rêve à Buriche. Il faudrait que Royal soit fou pour essayer de nous tuer à nouveau. Tout le monde saurait que c'est lui, l'assassin. Pas fou, Fitz. Seulement impitoyable. C'est ça, Royal. Ne t'imagine jamais qu'il obéit aux mêmes règles que nous, ou même qu'il pense comme nous. S'il voit l'occasion de nous éliminer, il la saisira. Du moment qu'on ne peut pas prouver sa culpabilité, il se foutra qu'on le soupçonne. Vérité est notre roi servant, pas notre roi tout court. Pas encore. Tant que le roi subtil sera en vie, et qu'il régnera, Royal saura le mettre dans sa poche et commettre pas mal de coups tordus en toute impunité. Même un meurtre. Là-dessus, Buriche, tirant les rênes de côté,
avait fait quitter la route à son cheval pour le lancer à travers les congères sur la pente enneigée d'une colline, tout droit vers Castelcerre. Pogne m'avait regardé avec un visage défait, mais nous l'avions suivi. Et chaque nuit, entassés tous les trois dans une seule tente pour nous tenir chaud, au lieu de profiter des lits d'une auberge douillette, j'avais songé à Royal. À chacun de mes pas durant l'escalade, laborieuse du versant de chaque butte, où nous devions bien souvent mener nos montures par la bride, puis dans la descente ultérieure, j'avais pensé au jeune prince. J'avais compté les heures qui s'accumulaient entre Molly et moi, les seuls moments où je me sentais une vigueur retrouvée. C'était pendant mes rêveries où je me voyais réduire Royal en miettes. Je ne pouvais me jurer de me venger. La vengeance appartient à la couronne, mais je pouvais lui interdire toute satisfaction en ce qui me concernait. Je reviendrai à Castelcerre, je me dresserai tout droit devant lui, et, lorsque son œil noir tomberait sur moi, je ne broncherais pas. Il ne me verrait jamais trembler, ni me rattraper à un mur, ni me passer la main sur les yeux parce que ma vision se serait brusquement brouillée. Il ne saurait jamais à quel point il avait frôlé la victoire. Et nous étions à présent en vue de Castelcerre. Nous n'arrivions pas par la route qui serpentait le long de la côte, mais par les collines boisées qui s'étendent derrière la forteresse. La neige diminua, puis cessa. Les vents de la nuit chassèrent les nuages, et une magnifique lune alluma des reflets sur la forteresse, noire comme le jet sur le fond de l'océan. Des lumières jetaient des éclats jaunes dans ses tourelles et près de la poterne. On est chez nous, dit Buriche à mi-voix. Nous descendîmes une dernière pente et contournâmes la citadelle pour accéder à la porte principale de Castelcerre. Un jeune soldat était de garde. Il abaissa sa pique et nous demanda nos noms. Burige rejeta son capuchon en arrière, mais le garçon ne bougea pas. Je suis Buriche, le maître d'écurie, s'exclama l'intéressé, incrédule. Je m'occupais des écuries bien avant ta naissance. Ce serait plutôt à moi de te demander ce que tu fais ici, devant ma porte. Le jeune homme, tout déconcerté, n'eut pas le temps de répondre. On entendit du remue-ménage, des bruits de pas, et des soldats sortir en trombe du corps de garde. Mais oui, c'est bien Buriche, fit le sergent. Le maître d'écurie se retrouva aussitôt entouré d'une troupe d'hommes qui le saluaient à grands cris et parlaient tous en même temps, cependant que Pogne et moi restions sur nos montures fourbues à l'écart de la cohue. Le sergent, un certain Lame, finit par ordonner le silence, surtout pour pouvoir faire ses propres commentaires dans le calme. On ne t'attendait pas avant le printemps, camarade, dit le vieux soldat d'un ton brusque. Et même alors, on nous avait prévenu que tu risquais de ne plus être comme quand t'étais parti. Mais tu m'as l'air en bonne forme, un peu gelé, avec des affusios pas de chez nous, et une ou deux cicatrices en plus, mais toujours le même à part ça. On disait que t'avais pris un mauvais coup et que le bâtard était mort, ou quasi. La maladie ou le poison, selon les rumeurs. Buriche éclata de rire et ouvrit largement les bras afin que tous puissent admirer sa tenue montagnarde. L'espace d'un instant, je le vis tel que ces hommes avaient dû le voir, avec son pantalon rembourré, son sarrau et ses chaussures jaunes et violets. Et je ne m'étonnais plus qu'on nous ait interpellés à la porte. En revanche, je m'interrogeais sur les rumeurs. Qui prétend que le bâtard est mourant demandai-je avec curiosité. Qui veut le savoir répliqua l'âme du tac au tac. Il parcourut mon costume des yeux, planta son regard dans le mien et ne me reconnut pas. Mais comme je me redressais sur ma selle, il tressaillit. Encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il m'a identifié grâce à Sui. Il ne cacha pas son saisissement. Fitz Mais, mais t'es plus que l'ombre de toi-même. On dirait que t'as attrapé la peste sanguine. C'était la première fois que j'avais une vague indication de l'aspect que j'offrais à mes proches. Je répétais ma question sans hausser le ton. Qui dit que j'ai été empoisonné ou malade? L'âme sourcilla et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Oh, personne. Enfin, personne en particulier. Tu sais ce que c'est. En voyant que tu revenais pas avec les autres, bah, y en a qui ont commencé à imaginer ci et ça, et ensuite, c'était comme si c'était sûr et certain. Des rumeurs, des bavardages de salle de garde, des potins de soldats, quoi. On se demandait pourquoi tu rentrais pas, c'est tout, et personne croyait ce qu'on racontait. On lançait trop d'histoires nous-mêmes pour gober les bruits qui couraient. On se demandait juste pourquoi vous reveniez pas, Buriche, Pogne et toi. Il finit par s'apercevoir qu'il se répétait, et se tut devant le regard appuyé que je lui adressais. Je laissai le silence se prolonger assez pour bien lui faire comprendre que je n'entendais pas répondre à sa question. Puis je haussai les épaules. N'y pensons plus, l'âme. Mais tu peux dire à tout le monde que le bâtard n'est pas encore dans la tombe. Maladie ou poison, vous auriez dû savoir que Buriche me remettrait sur pied.
Je suis bien vivant. J'ai une tête de déterré, mais c'est tout. Fitz, mon garçon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est seulement que j'ai dit n'y pensons plus, l'âme. Tiens-t'en là. Très bien, répondit-il avec raideur. Je hochai la tête, puis jetai un coup d'œil à Buriche. Il me regardait d'un air bizarre. Lorsque je me retournai pour échanger un regard perplexe avec Pogne, je lus la même surprise sur son visage, et je n'en compris pas la raison. Eh bien, bonne nuit, sergent. Ne réprimande pas ton soldat à la pique, il a bien fait d'arrêter des inconnus à la porte de Castelcerre. Très bien, bonne nuit. L'âme me fit un salut maladroit, les grands battants de bois s'ouvrirent largement, et nous pénétrâmes dans la forteresse. Sui releva le museau, et un peu de sa fatigue la quitta. Derrière moi, la monture de Pogne hennit doucement, et celle du Buriche renifla. Jamais le chemin entre l'enceinte et les écuries ne m'avait paru si long. Comme Pogne mettait pied à terre, Buriche m'attrapa par la manche et me retint de l'imiter. Notre compagnon salua le palefrenier à moitié endormi, qui se présenta pour éclairer notre route. On est resté un moment dans le royaume des montagnes, Fitz, me dit Buriche à voix basse. Là-bas, tout le monde se fiche de savoir de quel côté les draps tu es né. Mais on est chez nous maintenant. Et ici, le fils de chevalerie n'est pas prince, mais bâtard. Je sais. Sa brutale franchise m'avait piqué au vif. Je le sais depuis toujours, et je le vis depuis toujours. C'est vrai. Une étrange expression passa sur ses traits, un sourire mi-incrédule, mi-fier. Alors pourquoi est-ce que tu parles au sergent de ce ton de commandement, et que tu lui donnes des conseils aussi sèchement que si tu étais chevalerie lui-même? J'ai cru rêver en t'entendant t'adresser à ces hommes et en les voyant s'aplatir devant toi. Tu n'as même pas fait attention à leurs réactions. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu m'avais piqué l'autorité. Je me sentis rougir. Tout le monde dans les montagnes m'avait traité comme si j'étais prince de plein droit, et non simple bâtard de prince. M'étais-je donc si vite habitué à cette position? Ulrich émit un petit rire devant la tête que je faisais, mais il reprit aussitôt son sérieux. Fitz, tu dois retrouver ta prudence. Garde les yeux baissés, ne redresse pas la tête comme un jeune étalon. Sinon Royal le prendra comme un défi, et nous ne sommes pas prêts à l'affronter. Pas encore, et peut-être jamais. J'acquiesçais sombrement et regardais la neige piétiner de la cour des écuries. Quand je me présenterais devant Imbre, le vieil assassin ne serait pas content de son apprenti, et je devrais en répondre. Sans aucun doute, il serait au courant de l'incident de la porte avant même de me convoquer. Ulrich interrompit brusquement mes réflexions. Assez lambiné, descends de cheval, petit. Le ton qu'il avait employé me fit sursauter, et je compris soudain que lui aussi devait se réaccommoder à nos positions respectives à Castelcerre. Depuis combien d'années étais-je son pupille et son palefrenier? Mieux valait réendosser nos rôles le plus précisément possible. Cela éviterait les commérages de cuisine. Je mis pied à terre et, suivi à la bride, pénétrai dans les écuries à la suite de Buriche. L'air y était chaud et lourd, et les murs épais maintenaient au dehors les ténèbres et le froid de la nuit d'hiver. Je me sentais chez moi dans l'éclat jaune des lanternes, au milieu des respirations lentes et profondes des chevaux dans leur box. Mais les écuries s'éveillèrent sur le passage de Buriche. Pas un cheval, pas un chien ne manqua de sentir son odeur de se lever pour l'accueillir. Le maître d'écurie était de retour, salué chaleureusement par les créatures qui le connaissaient le mieux. De là, nous emboîtèrent bientôt le pas et se mirent ensemble à nous bombarder de nouvelles concernant tel et tel animal, faucon, matin ou cheval. Ici, Ulrich avait l'autorité suprême, hochait la tête d'un air avisé, posait une question concise à l'un ou l'autre et ne laissait passer aucun détail. Il ne se départit pas, il ne se départit de sa réserve que lorsque Renarde, sa vieille matine, vint l'accueillir de sa démarche raide. Alors il se laissa tomber sur un genou pour la prendre dans ses bras et lui tapoter les flancs, tandis qu'elle frétillait comme un chiot et s'efforçait de lui lécher le visage. Ça, c'est un vrai chien, dit-il en manière de salut. Puis il se redressa et reprit sa tournée. La chienne le suivit, dansant dans la croupe au rythme de ses battements de queue. La chaleur vidait mes membres de toute force et je me laissais peu à peu distancer. Un garçon m'apporta rapidement une lampe, puis repartit précipitamment faire sa cour à Buriche. Arrivé devant le box de suie, je débarrai la porte, et la jument entra avec un reniflement de plaisir. Je posai ma lanterne sur l'étagère et regardai autour de moi. J'étais chez moi. C'était ici chez moi. Davantage que ma chambre là-haut dans le château. Davantage que partout ailleurs dans le monde.
un box dans l'écurie de Burich, sous sa protection, créature parmi toutes celles dont il avait la charge. Ah, si seulement je pouvais remonter le temps, m'enfouir dans la paille épaisse et tirer une couverture par-dessus ma tête. Sui renifla de nouveau, cette fois avec reproche. Elle m'avait porté des jours durant, par bien des chemins, et elle méritait bien tous les conforts que je pouvais lui fournir. Mais chaque boucle de sangle résistait à mes doigts gourds et fatigués. Quand je retirai la selle de son dos, je faillis la laisser tomber. Je mis un temps infini à dégrafer sa bride, dont le métal brillant dansait devant mes yeux. Pour finir, je fermai les paupières et laissai mes doigts opérer seuls. Lorsque je les rouvris, Pogne était à mes côtés. Je lui adressai un hochement de tête, et la bride glissa de mes doigts sans vie. Il la regarda, mais ne dit rien. Il versa dans l'abreuvoir de suie le seau d'eau qu'il avait apporté, fit tomber de l'avoine dans sa mangeoire, et alla lui chercher une brassée de fourrage doux, encore bien vert. Je venais de sortir les étrilles, quand sa main passa sous mon nez, et les ôta de mes doigts sans force. Je m'en occupe, dit-il à mi-voix. Soigne d'abord ton cheval, dis-je. C'est déjà fait, Fitz. Tu ne feras rien de bon sur elle. Laisse-moi la penser. Tu tiens à peine debout. Va te reposer. Et il ajouta, presque tendrement, une autre fois, quand on sera sorti, tu te chargeras de cœur vaillant à ma place. Burich va m'écorcher vif si je laisse quelqu'un d'autre soigner mon cheval. Non. Il ne laisserait pas quelqu'un qui ne tient pas sur ses jambes s'occuper d'un animal, fit la voix de Burich. Il était devant la porte du box. Laisse Sui au point de Pogne, mon garçon. Il connaît son travail. Pogne, je te confie les écuries un moment. Quand tu auras fini avec Sui, va jeter un coup d'œil à la jument achetée à l'angle sud. Je ne sais pas à qui elle est, ni d'où elle vient, mais elle m'a l'air malade. Si ça se confirme, fais-la mettre à l'écart des autres chevaux, et fais récurer le box au vinaigre. Je reviens dès que j'aurai accompagné Fitz chevalerie à sa chambre. Je prendrai de quoi manger en passant, et on cassera la graine chez moi. Ah, et fais préparer un feu dans ma cheminée. Il doit faire froid comme dans une caverne là-dedans. Pogne acquiesça, déjà en train de détrier ma jument. Sui avait le museau dans l'avoine. Burich me prit par le bras. Viens avec moi, me dit-il comme s'il s'adressait à un cheval. Bien malgré moi, je dus m'appuyer sur lui pour traverser la longue rangée de box. À la porte, il décrocha une lanterne. Après la chaleur des écuries, la nuit me parut encore plus froide et obscure. Comme nous remontions le chemin verglacé qui menait aux cuisines, la neige reprit et mes pensées se mirent à tournoyer et à voltiger comme les flocons. Je ne savais plus où étaient mes pieds. Tout a changé pour toujours, dis-je, en m'adressant à la nuit. Mes paroles s'envolèrent en tourbillonnant au milieu des cristaux de neige. Qu'est-ce qui a changé demanda Burich. Son ton circonspect trahit son inquiétude. Il craignait que la fièvre ne me reprît. Tout. Ta façon de me traiter quand tu ne fais pas attention. La façon dont Pogne me traite. Il y a 2 ans, nous étions amis. 2 garçons qui travaillaient aux écuries, tout simplement. Mais ce soir, m'a traité comme un invalide. Quelqu'un de tellement faible qu'on ne peut même plus l'en insulter. Comme s'il était normal qu'il fasse les choses à ma place. Et les soldats ne m'ont pas reconnu à la porte. Même toi, Burich, il y a 6 mois ou un an, si j'étais tombé malade, tu m'aurais traîné dans ta chambre et soigné comme tu aurais soigné un chien. Et si je m'étais avisé de me plaindre, tu m'aurais envoyé sur les roses. Et aujourd'hui, tu m'accompagnes aux cuisines. Et Burich m'interrompit sans douceur. Arrête de gémir. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Si Pogne avait la tête que tu as en ce moment, tu aurais agi de la même façon avec lui. Presque involontairement, il ajouta. Les choses changent, parce que le temps passe. Pogne n'a pas cessé d'être ton ami, mais tu n'es plus celui qui a quitté Castelcerre à l'époque. Ce Fitz-là était le garçon de course de vérité. Il avait été mon garçon d'écurie, mais il n'était guère plus. Bâtard royal, oui, mais c'était sans grande importance pour personne sauf pour moi. Mais là-bas, à Jamp, dans le royaume des montagnes, tu as montré que tu étais bien davantage. Peu importe que tu sois pâle comme un mort, que tu puisses à peine marcher après une journée en selle. Tu as l'allure que doit avoir le fils de chevalerie. C'est ce qui transparaît dans ton attitude, et c'est à ça que les gardes ont réagi. Et Pogne aussi. Il reprit son souffle et poussa de l'épaule la lourde porte des cuisines. Et moi aussi. Eda nous aide, ajouta-t-il dans sa barbe. Mais alors, comme pour démentir ses propres paroles, il me conduisit manu militari dans la salle des gardes, à l'autre bout des cuisines,
et me déposa sans cérémonie sur un banc devant la grande table en chêne couturé des raflures. L'odeur de la salle me fut un délice. La porte en était toujours ouverte aux soldats, aussi crottés, trempés de neige ou ivres fussent-ils, pour un moment de détente et de réconfort. Mijotte gardait en permanence une marmite de ragoût à bouillonner au-dessus du feu. Du pain et du fromage attendaient sur la table, ainsi qu'une motte de beurre d'été tirée du garde-manger d'en bas. Ulrich remplit 2 bols de ragoût épaissis d'orge et 2 chopes de bière glacée pour accompagner le pain, le beurre et le fromage. Je restai un moment les yeux fixés sur la nourriture, incapable de soulever ma cuillère. Mais le fumet finit par m'inciter à une première bouchée, et il n'en fallut pas plus pour m'en déclencher. À mi-bol, je m'interrompis pour me débarrasser de mon sarrau rembourré et rompre un nouveau morceau de pain. Quand je levai les yeux de mon second bol de ragoût, je vis Burich qui m'observait d'un air amusé. Ça va mieux demanda-t-il. Je pris le temps de réfléchir. Oui, j'avais chaud, j'avais le ventre plein, et si j'étais certes fatigué, c'était d'une bonne fatigue, aisément soignée par une simple nuit de sommeil. Je contemplais ma main. Je sentais encore les tremblements qui l'agitaient, mais ils n'étaient plus perceptibles à l'œil. Ça va beaucoup mieux. Je me levai, et mes jambes étaient fermes. Alors, tu es prêt à te présenter devant le roi. Je dévisageais ahuri. Maintenant? Cette nuit? Mais le roi est couché depuis longtemps. Le garde ne me laisserait jamais passer sa porte. C'est bien possible, et tu devrais t'en réjouir. Mais tu dois au moins t'annoncer chez lui dès ce soir. Au roi de décider quand il te recevra. S'il te renvoie, tu pourras aller te coucher. Mais je parie que, vérité, le roi servant voudra un rapport, lui. Et tout de suite, sans doute. Tu retournes aux écuries, toi? Bien sûr. Il eut un sourire carnassier. Moi, je ne suis que le maître d'écurie, Fitz. Je n'ai pas de rapport à faire à personne. Et j'ai promis à Pogne de lui rapporter à manger. Sans rien dire, je le regardai remplir une assiette. Il coupa une longue tranche de pain, en recouvrit 2 bols pleins de ragoût, puis ajouta sur le côté un coin de fromage et un gros bloc de beurre jaune. Qu'est-ce que tu penses de Pogne lui demandai-je. C'est un bon gars, répondit Burich sans se compromettre. Il est plus que ça. C'est lui que tu as choisi pour rester avec nous au royaume des montagnes, nous raccompagner ici, alors que tu avais renvoyé tous les autres avec la caravane. J'avais besoin de quelqu'un de solide à l'époque. Tu étais très mal, et je ne valais guère mieux, je dois dire. Porta la main à la mèche blanche qui tranchait sur sa chevelure noire, témoin du coup qui avait failli le tuer. Qu'est-ce qui t'a amené à le choisir? Je ne l'ai pas choisi en réalité. C'est lui qui est venu me trouver. Il avait découvert, je ne sais trop comment, où on logeait, toi et moi. Il avait convaincu Jonqui de le laisser entrer. J'étais couvert de pansements et j'avais encore la vue floue. Je lui ai demandé ce qu'il voulait et il m'a répondu que je devais désigner un responsable à l'écurie, parce que qu'avec Cobb mort et moi au fond de mon lit, le travail était de plus en plus mal fait. Et ça t'a impressionné. Il avait été droit au fait, sans poser de questions, inutile sur ce que je devenais, ni sur toi sur ce qui nous était arrivé. Il avait mis le doigt sur ce qu'il pouvait faire et il était venu me le dire. Ça, c'est une qualité qui me plaît. Savoir ce qu'on peut faire et le faire. Du coup, je lui ai confié les écuries. Et il s'en est bien tiré. Je l'ai gardé près de nous quand les autres sont partis, parce qu'un garçon aussi efficace pouvait m'être utile. Et aussi pour voir par moi-même ce qu'il valait. Était-ce un simple ambitieux? Comprenait-il réellement ce qu'un homme doit à une bête quand il prétend en être le maître? Voulait-il dominer ses inférieurs ou cherchait-il le bien-être de ses animaux? Et que penses-tu de lui aujourd'hui? Je pense que je ne suis plus tout jeune, et qu'il y aura peut-être encore un bon maître d'écurie à Castelcerre quand je ne pourrai plus mater un étalon cabochard. Mais je ne compte pas passer la main tout de suite. Il lui reste beaucoup à apprendre, et nous sommes encore assez jeunes tous les deux. Lui pour se former, moi pour l'instruire. Je peux trouver de la satisfaction là-dedans. Je hochai la tête. Autrefois, me dis-je, c'était à moi qu'il réservait cette position. Nous savions désormais, l'un comme l'autre, que cela ne serait pas. Il s'approcha de la porte. Ulrich, fis-je à mi-voix, et s'arrêta. Personne ne pourra te remplacer. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait ces derniers mois. Je te dois la vie. Tu ne m'as pas seulement sauvé de la mort, tu m'as donné ma vie, mon identité depuis mes 6 ans. Chevalerie était mon père, je sais,
mais je ne l'ai jamais connu. C'est toi qui as été mon père, tous les jours, pendant toutes ces années. Je n'ai pas toujours estimé plus riche et mis un grognement dédaigneux et ouvrit la porte. Garde ce genre de discours pour quand l'un de nous deux agonisera. Va te présenter au roi, tu vas te coucher. Oui, messire, entendis-je répondre, et je sentis qu'il souriait. Il poussa la porte de l'épaule et descendit aux écuries apporter son dîner à Pogne. Là, il était chez lui. Et cette salle, cette forteresse, c'était chez moi. Il était temps que j'agisse en conséquence. Je pris un moment pour remettre de l'ordre dans mes vêtements humides et me recoiffer avec les doigts. Je débarrassai la table, puis jetai mon sarrau mouillé sur mon bras. En sortant dans le couloir, puis en traversant la grande salle, ce que je vis me laissa perplexe. Les tapisseries avaient-elles plus d'éclat qu'autrefois? Les jonchées de roseaux avaient-elles toujours un parfum aussi doux? Les chambranles sculptées lui d'un lustre aussi chaud? Un moment, je mis ces impressions sur le compte de mon retour dans un environnement familier. Mais lorsque je m'arrêtai au bas du grand escalier pour me munir d'une bougie, afin de m'éclairer en regardant ma chambre, je remarquai l'absence de coulure de cire sur la table, et plus encore le tissu brodé qui ornait le plateau. Kétriken! Il y avait désormais une reine à Castelcerre. Je sentis un sourire imbécile m'étirer les lèvres. Ainsi, la puissante citadelle était passée à la toilette en mon absence. Vérité, ces gens s'étaient-ils activés avant l'arrivée de la reine, ou bien était-ce Kétriken elle-même qui avait ordonné ce grand débarbouillage? J'étais curieux de le savoir. En gravissant le grand escalier, je notais d'autres détails. Disparus, les vieilles traces de suie au-dessus des flambeaux, évanouie la poussière, même dans les angles des marches. Sur les paliers à présent vivement illuminés, les candélabres étaient garnis de bougies, et les râteliers arboraient le plein d'épées prêtes à la défense. C'était donc cela, la présence d'une reine. Mais, même avant la mort de celle du roi subtil, je ne me rappelais pas que Castelcerre eût jamais eu un aspect si soigné, d'odeur si propre, ni des couloirs si bien éclairés. L'homme qui gardait la porte du roi était un vétéran, au visage fermé, que je connaissais depuis mes 6 ans. Sans mot dire, il m'examina longuement, puis me reconnut. Il se permit un mince sourire en me demandant: Une nouvelle urgente à annoncer, Fitz? Seulement que je suis revenu, dis-je. Il hocha la tête d'un air avisé. Il était habitué à mes allées et venues dans cette partie du château, souvent à des heures indues, mais il n'était pas du genre à faire des suppositions ou à tirer des conclusions hâtives, ni à écouter ceux qui s'y adonnaient. Il pénétra sans bruit dans la chambre du roi pour avertir de ma présence. Peu après, il revint en déclarant que le roi me convoquerait à sa convenance, mais aussi qu'il était heureux de me savoir indemne. Je m'éloignai de la porte. J'avais décelé dans le message de mon souverain des sous-entendus que je n'aurais même pas cherché s'il était venu de quelqu'un d'autre. Subtil ne parlait jamais pour ne rien dire. Plus loin, dans le même couloir, se trouvaient les appartements de vérité. Là encore, on me reconnut, mais quand je priai le soldat de prévenir le prince que j'étais de retour et souhaitais lui faire mon rapport, il me fut seulement répondu que vérité n'était pas dans sa chambre. Dans sa tour, alors? Fis-je en me demandant ce qu'il pouvait bien guetter à cette époque de l'année. Les tempêtes d'hiver gardaient nos côtes des pirates, du moins pendant quelques mois. Un petit sourire apparut lentement sur les traits du garde. Devant mon expression perplexe, il s'agrandit franchement. Le prince Vérité n'est pas dans ses appartements, pour le moment, répéta-t-il. Puis il ajouta: Je lui transmettrai ton message dès son réveil demain matin. Je restai encore un moment planté là, comme un ahuri. Puis je fis demi-tour et m'en allai un peu ébahi. C'était donc cela aussi, avoir une reine à Castelcerre. 2 étages plus haut, j'enfilai le couloir qui menait à ma propre chambre. Glaciale et pleine de poussière, elle sentait le renfermer, et il n'y avait pas de feu dans la cheminée. Aucune main féminine n'était passée par là. Elle me parut aussi nue et terne qu'une cellule, mais elle était toujours plus accueillante qu'une tente dans la neige, et le lit de plumes était aussi profond et moelleux que dans mon souvenir. Je m'en approchai en me débarrassant de mes vêtements imprégnés de la crasse du voyage, m'affalai dedans et m'endormis.